l'an 272 avant notre ère. L'antique cité d'Argos, berceau de héros et de rois, étouffait dans l'étau d'un massacre nocturne. Les ruelles étroites, imprégnées de l'odeur du sang, de la fumée et de la peur, s'étaient transformées en un piège mortel. Dans ce labyrinthe de pierres et de désespoir, où le frère se retournait contre le frère et où les vieilles alliances s'effondraient, errait un homme dont le nom était synonyme de la guerre elle-même. On l'appelait l'Aigle. On le comparait à Alexandre le Grand, et son génie militaire était reconnu même par le plus grand ennemi de Rome, Hannibal. Mais en cet instant, il n'était pas sur un vaste champ de bataille où son génie tactique pouvait se déployer dans toute sa puissance. Il était ici, dans ce piège sale et exigu, poursuivi par la foule, traqué, comme un lion en cage. L'air était lourd et humide après la pluie récente, la lumière des torches arrachant aux ténèbres des visages déformés par la fureur, projetait sur les murs des maisons des ombres dansantes et grotesques. Et à ce moment précis, alors que le grand général, le roi Pyrrhus d'Épire, tentait de se frayer un chemin vers ses guerriers, un morceau de tuile se détacha du toit d'une maison. Il fut lancé par une femme d'Argos d'un certain âge qui, dans sa panique, tentait de protéger son fils engagé dans un combat avec le roi. Ce fragment insignifiant et fortuit de toiture, lancé par une main faible, frappa le puissant guerrier à la nuque, juste en dessous de son casque. Le monde de Pyrrhus vacilla. Le conquérant légendaire qui avait survécu à des dizaines de batailles, qui avait affronté les légions romaines et les mercenaires carthaginois, couvert d'innombrables blessures, chancela et tomba de son cheval dans la boue. Personne ne savait encore que c'était la fin, que c'est ainsi, de manière absurde et banale, que s'achèverait la vie du dernier des grands aventuriers hellénistiques, l'homme qui avait défié Rome, conquis la Macédoine et fait trembler toute la Méditerranée. Son histoire n'est pas une simple succession de batailles. C'est la saga d'une soif de gloire insatiable, de l'éclat et de la tragédie des grandes ambitions, du choc des civilisations et de la naissance d'un nouveau monde sur les décombres de l'ancien. C'est le récit d'un homme qui a passé sa vie à poursuivre l'ombre d'Alexandre, mais qui est entré dans l'histoire avec sa propre et amère définition de la victoire à la Pyrrhus. Pour comprendre comment ce titan s'est retrouvé dans la boue d'Argos, abattu par un morceau de tuile, nous devons remonter le temps, au cœur même de l'époque qui l'a engendré, dans le monde tumultueux, sanglant et plein de possibilités infinies qui a surgi après la mort du plus grand conquérant de l'Antiquité. Avant que notre héros principal n'entre en scène, nous devons comprendre le monde dans lequel il était destiné à naître. C'était un monde fracturé, un monde où les compagnons d'hier devenaient des ennemis mortels, et où la loyauté s'achetait et se vendait au son des pièces de monnaie et des promesses de pouvoir. L'an 323 avant notre ère. À Babylone, au cœur même de son empire immense mais fragile, Alexandre le Grand se meurt. Il n'a que 32 ans. Il n'a pas laissé d'héritier direct capable de tenir entre ses mains des conquêtes qui se délitent. À la question de savoir à qui il laissait son empire, le demi-dieu mourant, selon la légende, aurait murmuré « au plus digne ». Ces mots furent l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Ils marquèrent le début d'une époque d'un demi-siècle de guerres incessantes qui entreront dans l'histoire sous le nom de guerre des diadoques, c'est-à-dire des successeurs. Les puissants généraux d'Alexandre, encore hier soumis à sa volonté, s'entre-déchirèrent immédiatement, tentant de s'approprier un morceau de son héritage. Cette époque changea le visage même de la guerre. Les milices des cités grecques, qui se battaient pour leurs terres, furent remplacées par d'immenses armées professionnelles, composées de vétérans macédoniens et d'innombrables mercenaires venus du monde entier. L'or de la Perse, saisi par Alexandre et maintenant mis en circulation par ses héritiers, devint le sang de cette boucherie sans fin, le carburant d'ambition sans précédent.
La guerre devint un état permanent, un grandiose jeu des trônes où des royaumes entiers naissaient et disparaissaient après une seule bataille. Imaginez cet échiquier grandiose s'étendant de la Grèce à l'Inde. En Égypte, le rusé et calculateur Ptolémée s'établit, fondateur d'une dynastie qui régnera sur le pays des pharaons pendant 3 siècles, jusqu'à Cléopâtre. En Asie, sur les vastes étendues de la Syrie à la Babylonie, Séleucos affirmait son pouvoir, recevant la plus grande, mais aussi la plus instable partie de l'Empire. En Macédoine et en Grèce, un chaudron d'intrigues bouillonnait, où le régent Antipater, puis son fils Cassandre, homme cruel et qu'autoritaire qui anéantit toute la famille d'Alexandre, sa mère Olympias, sa femme Roxane et son fils héritier Alexandre IV, luttaient pour le pouvoir. Cassandre haïssait tout ce qui était lié à Alexandre, et c'est lui qui deviendra le premier grand ennemi de notre héros. Mais le plus redoutable d'entre eux était Antigone Thiers le Borgne. Vieux, expérimenté et immensément ambitieux vétéran des campagnes d'Alexandre, il ne voulait pas être simplement l'un parmi d'autres. Il rêvait de restaurer l'Empire tout entier sous son autorité. Son fils, Démétrios, surnommé Poliorcète, le preneur de ville, l'assistait. Démétrios était tout le contraire des politiciens calculateurs et rusés comme Ptolémée. Il était la rockstar du monde hellénistique, brillant, charismatique, d'un courage désespéré, inventeur de génie de machines de siège, mais en même temps impulsif, inconstant et adonné à tous les plaisirs. Ensemble, Antigonée et Démétrios représentaient une force terrifiante, défiant tous les autres diadoques. Et c'est dans ce chaudron bouillonnant que le destin jeta un petit royaume montagneux du nord-ouest de la Grèce, l'Épire. Pour les Athéniens raffinés et les habitants des autres cités du sud de la Grèce, l'Épire était une périphérie semi-sauvage. Ses habitants, les Molosses et d'autres tribus, parlaient un dialecte rude du grec et étaient considérés plus comme de farouches guerriers et bergers que comme les porteurs de la haute culture hellénique. Mais la famille royale d'Épire, les Éacides, avait de sérieuses ambitions. Ils faisaient remonter leur lignée à nul autre que le grand Achille, le plus grand héros de la guerre de Troie, par son fils Néoptolème. Et plus important encore, de cette lignée était issue la mère d'Alexandre le Grand, la reine impétueuse et autoritaire Olympias. Ce lien de parenté avec Alexandre était le principal capital politique des rois d'Épire, leur billet d'entrée dans le grand jeu des diadoques. En 331 avant notre ère, alors qu'Alexandre écrasait les Perses à Gaugamel, le roi d'Épire, Alexandre le Molosse, oncle du grand conquérant, fut tué en Italie lors de sa propre campagne. Son cousin Éacide lui succéda. Cet Éacide était le père de notre héros. C'était un homme courageux mais peu perspicace, et il commit une erreur fatale. Dans les guerres incessantes des diadoques, il paria sur le mauvais cheval, soutenant sa parente Olympias contre le puissant Cassandre. Cassandre ne lui pardonna pas. Pendant qu'Éacide guerroyait en Grèce, ses propres sujets en Épire, incités par les agents de Cassandre et là des guerres sans fin, se soulevèrent. Le roi Éacide fut renversé. Ses partisans furent massacrés, et une véritable chasse à l'homme fut lancée contre sa famille. À ce moment, en 317 avant notre ère, notre héros, un petit garçon nommé Pyrrhus, n'avait que 2 ans. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Il semblait condamné à partager le destin tragique de nombreux autres rejetons de familles royales de cette époque, à être tué dans sa petite enfance pour ne pas devenir l'étendard de futures révoltes. Mais le destin n'avait pour lui de tout autre plan, la nuit. Quelques serviteurs fidèles, risquant tout, enlèvent Pyrrhus, âgé de 2 ans, et sa nourrice du palais. Derrière eux, la fureur des rebelles et les limiers de Cassandre. Devant, l'inconnu et les montagnes sauvages de l'Épire. Leur but est d'atteindre la frontière et de trouver refuge auprès des tribus voisines, chez les Illyriens. La poursuite est à leur trousse, les fugitifs sont épuisés,
l'enfant pleure. Une rivière en crue, gonflée par les pluies, leur barre la route. Pas de pont, gué introuvable. Sur l'autre rive, ils aperçoivent quelques habitants, mais le rugissement de l'eau couvre leurs appels à l'aide. C'est alors qu'un des compagnons de Pyrrhus, un homme nommé Mégaclès, a l'idée d'arracher un morceau d'écorce, d'y graver une demande d'aide et le nom de l'enfant, et de l'attacher à une pierre pour la lancer sur l'autre rive. Une autre version de la légende dit qu'il attacha le message à la hampe d'une lance. Les Illyriens, reconnaissant le nom du descendant royal, issu de leurs anciens ennemis mais désormais ennemis de Cassandre tout comme eux, trouvent immédiatement un moyen de faire traverser les fugitifs. Ils arrivent à la cour du roi des Tollantiens, une des tribus illyriennes, nommée Glaucias. L'épouse de Glaucias, voyant l'enfant épuisé, est prise de compassion. Glaucias lui-même hésite. Il comprend parfaitement qu'en abritant l'ennemi du puissant Cassandre, il s'expose à un grand danger. Pendant qu'il réfléchit, le petit Pyrrhus, comme mu par un instinct, rampe jusqu'au roi, s'agrippe à ses vêtements et, grimpant sur ses genoux, le regarde en face, les yeux pleins de larmes. Cette scène touchante, comme le raconte Plutarque, emporte finalement la décision. Glaucias y voit un signe des dieux. Il prend l'enfant dans ses bras et le déclare son fils adoptif. Bientôt arrivent des ambassadeurs de Cassandre, offrant une somme énorme de 200 talents pour la livraison du garçon. Mais Glaucias, fidèle à sa parole, les refuse avec mépris. Ainsi commença l'enfance de Pyrrhus. Il ne grandit pas dans le luxe de la cour d'Épire, mais dans l'environnement plus rude et plus belliqueux du roi illyrien. Il apprit dès son plus jeune âge à survivre, à compter sur sa propre force et son charme, à comprendre le prix de la loyauté et de la trahison. Ces années forgèrent son caractère, le rendirent endurant et pragmatique. Les années passent. Le vent politique dans le monde des diadoques change constamment. Antigone le Borgne et son fils Démétrios Poliorcète infligent à Cassandre plusieurs défaites. La position des ennemis de Pyrrhus s'affaiblit. Et voilà que, lorsque Pyrrhus atteint l'âge de 12 ans, en 306 avant notre ère, son père adoptif Glaucias décide qu'il est temps d'agir. Il envahit l'Épire avec une armée et installe le jeune Pyrrhus sur le trône de ses ancêtres. Un roi enfant, c'était un pari risqué. Mais les habitants de l'Épire, là du chaos et du règne des protégés de Cassandre, accueillirent avec joie l'héritier légitime de la lignée des Éacides. Cependant, son premier règne fut de courte durée. 5 ans plus tard, en 302 avant notre ère, Pyrrhus, âgé de 17 ans, commet une erreur de jeunesse. Il se rend au mariage de l'un des fils de Glaucias en Illyrie, laissant son royaume sans surveillance. Ses ennemis en profitent immédiatement. Une nouvelle rébellion éclate. Le trésor est pillé, et Pyrrhus redevient un exilé. Cette fois, il ne fuit pas en Illyrie. Ayant mûri et assoiffé de gloire, il décide de rejoindre le général le plus brillant et le plus puissant de l'époque, Démétrios Poliorcète, qui guerroyait alors en Grèce. Pyrrhus épouse la belle-fille de Démétrios, Déidamie, qui était la sœur de ce même Alexandre le Molosse, qui avait autrefois régné sur l'Épire. Ce mariage renforce encore ses prétentions dynastiques. Pyrrhus rejoint Démétrios et son père Antigone à la veille de la bataille décisive, qui devait déterminer le sort de tout le monde hellénistique. En 301 avant notre ère, près de la ville d'Ipsos en Phrygie, sur le territoire de la Turquie actuelle, 2 armées gigantesques s'affrontèrent. D'un côté, Antigone, âgé de près de 80 ans, et son fils Démétrios. De l'autre, une coalition de tous les autres diadoques, Cassandre, Ptolémée, Séleucos et Lysimaque. C'était une bataille de Titans. Le jeune Pyrrhus combattit dans cette bataille avec une bravoure désespérée. Il commandait un détachement sur le flanc de Démétrios.
Démétrios, fidèle à sa nature impulsive, à la tête de sa cavalerie lourde, porta un coup dévastateur à l'aile ennemie et se lança à la poursuite des fuyards, emportés par l'élan. Pyrrhus était à ses côtés, mais ce succès tactique se transforma en une catastrophe stratégique. Pendant que la cavalerie de Démétrios était loin du champ de bataille principal, le centre de l'armée d'Antigone, sa phalange invincible, fut encerclé par les forces ennemies, y compris les éléphants de guerre de Séleucos, ramenés d'Inde. Le vieil Antigone crut jusqu'au bout que son fils reviendrait et sauverait la situation. Mais Démétrios n'arriva pas à temps. Le lion de 80 ans fut abattu par une volée de javelots. Son armée fut écrasée, et le rêve d'un empire unifié mourut avec lui. Pyrrhus, avec Démétrios vaincu, s'enfuit du champ de bataille. Leur cause semblait perdue, mais Démétrios, même après une défaite aussi écrasante, ne perdit pas son sang-froid. Il possédait encore la flotte la plus puissante de la Méditerranée et contrôlait plusieurs villes-forteresses clés, comme Tyr, Sidon et Corinthe. Dans le cadre des manœuvres diplomatiques qui suivirent la bataille, Démétrios conclut la paix avec son principal rival, Ptolémée d'Égypte. Et comme garant de cette paix, il envoya en otage à la cour de Ptolémée à Alexandrie un jeune homme. Cet otage était Pyrrhus, âgé de 23 ans. Pour beaucoup, cela aurait été une humiliation. Mais pour Pyrrhus, ce fut une chance unique. Il n'arriva pas seulement dans une capitale, mais au centre même de la civilisation de l'époque. Alexandrie d'Égypte, avec son célèbre Mousion et sa bibliothèque, était un creuset de culture, de science et de richesse. C'est là que Pyrrhus, jeune guerrier de l'Épire montagneuse, vit pour la première fois comment fonctionnait un immense État hellénistique centralisé, bâti sur une bureaucratie efficace et les ressources illimitées de la vallée du Nil. Il observa le travail de l'administration royale, vit comment les impôts étaient collectés, comment de grandioses projets de construction étaient financés et comment des armées professionnelles étaient entretenues. Cette expérience changea à jamais sa vision du monde. Les ambitions de Pyrrhus dépassèrent de loin les limites de son modeste royaume épirote. Il voulut créer sa propre puissance non moins grande. Il ne perdit pas son temps. Il ne se comporta pas comme un prisonnier, mais comme un invité qui étudie et absorbe tout ce qui l'entoure. Par son charme, sa force physique, il était un chasseur et un athlète passionné. Et son esprit vif, il gagna rapidement les faveurs de la cour. Il charma particulièrement l'épouse de Ptolémée, la reine Bérénice. Elle vit dans ce jeune homme ambitieux un excellent parti pour sa fille d'un premier mariage, Antigone. Leur mariage eut bientôt lieu. Ce mariage se révéla un billet d'or pour Pyrrhus. Il ne s'allia pas seulement à la dynastie régnante d'Égypte. Il trouva en la personne de Ptolémée un puissant protecteur. Ptolémée, voyant en Pyrrhus un contrepoids potentiel à son gendre turbulent Démétrios, décida de l'aider à retrouver son trône. En 297 avant notre ère, Ptolémée fournit à Pyrrhus de l'argent et une flotte. Avec ses forces, Pyrrhus retourna en Épire. Un nouveau chapitre, le plus important de sa vie, commençait. Il avait cessé d'être un exilé et un otage. Il revenait pour être roi. Le retour de Pyrrhus en Épire fut triomphal. Le peuple, épuisé par le règne de Néoptolème II, protégé de Cassandre, accueillit avec enthousiasme son roi légitime, de surcroît soutenu par l'or égyptien et le prestige. Cependant, Néoptolème possédait encore le pouvoir et des partisans. Au lieu de déclencher une nouvelle guerre civile qui aurait définitivement épuisé le petit pays, Pyrrhus eut recours à la ruse. Il accepta un compromis, régner conjointement avec Néoptolème, 2 rois dans un seul État. C'était une mesure temporaire, et tous deux le savaient. Une rivalité secrète commença immédiatement entre eux. Plutarque raconte qu'ils complotaient l'un contre l'autre, essayant de se débarrasser du concurrent. Néoptolème aurait tenté d'empoisonner Pyrrhus, mais Pyrrhus fut plus rusé et plus rapide.
Apprenant le complot, il frappa le premier. Il invita Néoptolème à un festin dans son palais, et là, pendant les festivités, il le tua. Cet acte, cruel selon les normes modernes, était tout à fait dans l'esprit de l'époque. Ayant éliminé son dernier rival, Pyrrhus, âgé de 26 ans, devint le souverain unique et absolu de l'Épire, et il se mit immédiatement au travail. Il n'avait pas l'intention d'être un simple roitelet d'un pays perdu dans les montagnes. Il voulait transformer l'Épire en une puissante puissance militaire, capable de rivaliser avec les grands royaumes des Diadoques. Il s'occupa d'abord de renforcer son pouvoir à l'intérieur du pays. Il conclut des alliances avec les tribus voisines, distribua des terres à ses partisans, se montra un juge équitable et un souverain sage, contrairement à de nombreux monarques hellénistiques qui s'entouraient de fastes et se coupaient du peuple. Pyrrhus était accessible et simple dans ses relations. Il connaissait beaucoup de ses guerriers par leur nom, plaisantait avec eux, partageait leurs difficultés. Cela lui valut une réputation de « roi-soldat » que l'armée était prête à idolâtrer. Il fonda une nouvelle capitale, Ambracie, l'embellissant de théâtres et de palais, essayant d'inculquer aux rudes épirotes le goût de la culture grecque. Mais sa principale passion était l'armée. Pyrrhus était un génie militaire, et il le savait. Il porta à la perfection la tactique héritée d'Alexandre le Grand. La base de son armée était la phalange, une formation dense de fantassins armés de longues lances, les saris. Mais Pyrrhus comprenait aussi les faiblesses de la phalange, sa lourdeur sur un terrain accidenté. C'est pourquoi il accordait une immense attention à l'interaction des différentes armes. Son armée était un organisme parfaitement équilibré. Il avait une excellente infanterie légère, recrutée parmi les tribus montagnardes belliqueuses. Il avait une magnifique cavalerie thessalienne, considérée comme l'une des meilleures de Grèce. Et surtout, il fut l'un des premiers en Europe à utiliser systématiquement des éléphants de guerre, qu'il avait probablement reçus de Ptolémée ou capturés plus tard sur Démétrios. Les éléphants étaient une arme psychologique. Imaginez un légionnaire romain qui n'a jamais rien vu de plus gros qu'un bœuf. Et soudain une montagne vivante de peau et de muscles, avec d'énormes défenses poussant un rugissement assourdissant, s'avance sur lui, avec sur son dos une tour remplie d'archers. C'était le choc et la terreur. Pyrrhus porta à la perfection l'utilisation des éléphants, couvrant leurs flancs avec de l'infanterie légère et coordonnant leur attaque avec une charge de cavalerie et l'avancée de la phalange. Avec une telle armée et une telle réputation, Pyrrhus ne pouvait pas rester en place longtemps. Son regard se tourna vers la Macédoine voisine, patrie d'Alexandre, le trophée le plus prestigieux dans la lutte des Diadoques, et le destin lui offrit une chance idéale. Tandis que Pyrrhus bâtissait son royaume en Épire, un drame familial sanglant, digne d'une tragédie grecque, se jouait sur le trône de Macédoine. Après la mort de Cassandre, ses fils, Antipater et Alexandre Phinx, entamèrent une lutte acharnée pour le pouvoir. Alexandre, sentant qu'il perdait, commit un acte fatal. Il appela à l'aide deux prédateurs à la fois, Démétrios Poliorcète et Pyrrhus, leur promettant des concessions territoriales en échange de leur soutien. C'était comme éteindre un incendie avec de l'essence. Pyrrhus et Démétrios répondirent immédiatement à l'appel. Pyrrhus arriva le premier. Il écrasa rapidement les forces d'Antipater et, en guise de paiement pour son aide, reçut d'Alexandre Phynthe de vastes territoires frontaliers, y compris une partie de la Macédoine elle-même. Satisfait, il retourna en Épire. Mais c'est alors que Démétrios arriva, lui aussi, aida. Alexandre, puis, lors d'un festin, l'assassina perfidement et se proclama lui-même roi de Macédoine. Ainsi, le rival de longue date de Pyrrhus, Démétrios Poliorcète, devint son voisin immédiat. Les deux généraux les plus ambitieux et les plus talentueux de leur génération se retrouvèrent face à face. La guerre entre eux était inévitable. Ils se ressemblaient et en même temps étaient complètement différents.
Tous deux étaient de brillants tacticiens, des chefs charismatiques, les idoles de leurs armées. Mais Démétrios était un acteur de théâtre sur le trône. Il aimait le luxe, les titres pompeux, il se proclama lui-même et son épouse Dieu, et les projets grandioses. Il construisait des navires gigantesques qui pouvaient à peine flotter et assiéger les villes avec une ampleur sans précédent. Pyrrhus, lui, était un pragmatique. Ses ambitions n'étaient pas moins grandes, mais il était avant tout un soldat. Son camp était sa maison, et le champ de bataille sa scène. La guerre commença par une série d'escarmouches et de raids frontaliers. En 289 avant notre ère, Démétrios, qui préparait une campagne grandiose pour la conquête de l'Asie et la restauration de l'empire de son père, décida d'abord de sécuriser ses arrières et d'en finir avec Pyrrhus. Il envahit l'Épire avec une immense armée. Pyrrhus, inférieur en nombre, se retira, laissant Démétrios dévaster son pays. Mais Démétrios fut alors frappé par le malheur. Il tomba gravement malade. Son armée se retrouva dans un pays étranger sans commandant actif. Pyrrhus en profita immédiatement. Il contre-attaqua et infligea aux Macédoniens une lourde défaite. Simultanément, son épouse Antigonée mourut. Pyrrhus, fidèle à sa politique pragmatique, conclut aussitôt de nouvelles alliances dynastiques. Il épousa la fille du roi des Péoniens, une tribu barbare au nord de la Macédoine, puis l'Anassa, la fille d'Agathocle, le puissant tyran de Syracuse. Ce second mariage lui apporta en dot l'île de Corcyre, l'actuelle Corfou, une base stratégique importante sur la route de l'Italie. Démétrios, guéri, voyant Pyrrhus se renforcer, conclut la paix avec lui, mais tous deux savaient que ce n'était qu'une trêve. Démétrios continua de préparer sa grande campagne d'Orient, rassemblant une armée et une flotte de taille sans précédent. Cela suscita l'inquiétude des autres rois hellénistiques, Ptolémée, Séleucos et Lysimaque. Ils formèrent une nouvelle coalition contre Démétrios et persuadèrent Pyrrhus de s'y joindre. En 288 avant notre ère, le coup fut porté des deux côtés. Lysimaque, souverain de Thrace, envahit la Macédoine par l'est et Pyrrhus par l'ouest. Démétrios marcha à la rencontre de Lysimaque. Mais sa propre armée était mécontente de son arrogance, de son gaspillage et de ses guerres sans fin. Les Macédoniens, voyant devant eux Pyrrhus, un général réputé pour sa bravoure, sa simplicité et son lien de parenté avec Alexandre le Grand par Olympias, commencèrent à passer massivement de son côté. Ils disaient voir en Pyrrhus la véritable image d'Alexandre, tandis que Démétrios n'était qu'un acteur de théâtre. L'armée de Démétrios se désagrégea tout simplement. Il dut s'enfuir, déguisé en simple soldat. Pyrrhus et Lysimaque se partagèrent la Msamamo, la Macédoine sans combat. Pendant un certain temps, Pyrrhus atteignit le sommet de sa puissance. Il était roi d'Épire et de la moitié de la Macédoine, sa gloire retentissait dans tout le monde hellénique. On le surnomma l'Aigle. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Ne me suis-je pas élevé si haut sur les ailes de vos victoires et sur vos lances ?» Mais se maintenir à ce sommet était aussi difficile que de l'atteindre. Son règne conjoint avec Lysimaque ne dura pas longtemps. Le vieux et rusé Lysimaque commença à intriguer contre lui, montant les Macédoniens contre le Gunt étranger, Épirote. Quelques années plus tard, Pyrrhus fut chassé de Macédoine et redevint simplement le roi de son Épire natale. Cela semblait être une nouvelle impasse. Il avait accompli beaucoup de choses, mais n'avait pas réussi à consolider ses conquêtes. Son énergie et ses ambitions exigeaient un nouvel exutoire, une nouvelle grande entreprise. Et c'est précisément à ce moment, alors que l'Aigle d'Épire cherchait où diriger son vol, que de l'autre côté de la mer, de l'ouest, vint un appel à l'aide. Cet appel ne lui donnait pas seulement un nouveau but. Il le menait à une confrontation avec une force complètement différente de celle qu'il avait combattue auparavant.
une force dont le nom deviendrait bientôt le maître du monde. C'était Rome. Alors que dans la Méditerranée orientale, les anciens compagnons d'Alexandre déchiraient son empire à l'ouest dans la péninsule italienne, une force montait en puissance, discrètement mais inexorablement, une force destinée à les engloutir tous. La ville aux 7 collines, Rome, avait parcouru un long chemin depuis une modeste communauté de bergers pour devenir la maîtresse de l'Italie centrale. C'était une république, non une monarchie, et cela la distinguait fondamentalement des royaumes hellénistiques. Le pouvoir y appartenait non pas à un roi divinisé, mais au Sénat, un conseil d'anciens issus de familles aristocratiques, et à des magistrats élus annuellement, les consuls. La société romaine était imprégnée d'un esprit de discipline sévère, de respect des ancêtres et de service à l'État. Sa principale réalisation et son principal instrument d'expansion était l'armée. La légion romaine ne ressemblait pas à la phalange hellénistique. Ce n'était pas une formation monolithique. Elle était divisée en unités tactiques plus petites et plus flexibles, les manipules. Cela permettait à la Légion de se réorganiser facilement sur le champ de bataille et de combattre efficacement sur tout type de terrain, contrairement à la lourde phalange, qui n'était forte que sur un terrain plat. Le légionnaire romain n'était pas un simple rouage dans la formation. C'était un soldat polyvalent, entraîné non seulement à tenir le rang, mais aussi à combattre seul, ses armes, le glaive court et le pilum, un lourd javelot, étaient parfaitement adaptés au combat rapproché. Mais la principale force de Rome n'était même pas sa tactique. C'était sa volonté inflexible. Rome pouvait perdre une bataille, elle pouvait perdre des armées entières, mais elle ne se rendait jamais. Elle levait simplement de nouvelles légions et poursuivait la guerre jusqu'à la victoire complète. Au début du IIIe siècle avant notre ère, Rome avait soumis presque toute l'Italie centrale et tournait son regard vers le sud. Et le sud de l'Italie, que les Grecs appelaient la Grande Grèce, était un monde complètement différent. C'était un chapelet de riches et prospères cités-colonies grecques, Sybaris, Crotone, Région et la plus importante d'entre elles, Tarente, l'actuelle Tarente. Tarente était fabuleusement riche. Son port commode en faisait un centre de commerce maritime. Ses habitants étaient réputés pour leur luxe, leur amour des arts, de la philosophie et leur absence totale de combativité. Les Tarentins préféraient engager des généraux et des armées de l'extérieur plutôt que de se battre eux-mêmes. Ils vivaient dans l'oisiveté, organisant des festins et des festivals sans fin, tandis qu'au nord, les nuages de l'expansion romaine s'amoncelaient sur eux. Ici, dans le sud de l'Italie, deux visions du monde s'affrontaient. Pour les Grecs, héritiers d'une grande culture, les Romains n'étaient que des parvenus, des barbares, grossiers, forts au combat, mais dépourvus de raffinement et de véritable éducation. À leur tour, les Romains regardaient les Grecs avec méfiance et mépris, y voyant des sybarites efféminés, perfides et bavards, qui avaient depuis longtemps perdu leur ancienne vaillance. De plus, les cités de la Grande Grèce elles-mêmes étaient désunies par une rivalité séculaire. Tarente, Syracuse, Crotone, toutes s'intriguaient et se faisaient constamment la guerre, rendant leur défense collective pratiquement impossible. C'est précisément sur cette désunion que Rome jouait, en concluant des alliances avec certaines cités grecques contre d'autres. Le conflit était inévitable. En 282 avant notre ère, une flottille romaine, en violation d'un ancien traité, entra dans le port de Tarente. Les Tarentins indignés, excités par des démagogues, attaquèrent les navires romains, en coulèrent plusieurs, puis chassèrent la garnison romaine de la ville alliée de Turioa. Rome, comme toujours, réagit avec retenue, mais fermeté. Elle envoya une ambassade pour exiger réparation. Et c'est là que les Tarentins commirent leur plus grande erreur. Les ambassadeurs, venus au théâtre pendant une fête, furent accueillis par les moqueries et les insultes d'une foule ivre. L'un des fêtards, nommé Philonides, selon la légende,
urina même sur la toge de l'ambassadeur romain Lucius Postumius. Postumius, gardant un calme glacial, souleva son vêtement souillé et prononça ces paroles prophétiques. « Riez, riez maintenant. Cette toge, vous ne la laverez pas avec de l'eau, mais avec votre sang. » L'insulte à un ambassadeur était une déclaration de guerre. Les Tarentins, dégrisés, furent saisis d'effroi. Ils comprirent que leur propre milice ne pourrait pas résister aux légions romaines. Et ils firent ce qu'ils avaient toujours fait en de telles circonstances. Ils décidèrent d'engager le meilleur général que l'on pouvait acheter. Leur choix se porta sur Pyrrhus. Les ambassadeurs de Tarente arrivèrent en Épire avec des promesses grandioses. Ils dirent à Pyrrhus qu'ils avaient besoin de lui non pas comme d'un simple mercenaire, mais comme du chef de tous les Grecs d'Italie. Ils lui promirent une immense armée, rassemblés de toutes les cités grecques et de leurs alliés italiques, les Lucaniens, les Samnites, les Brutiens. Ils lui dépeignirent une victoire facile sur les barbares romains et la création en Occident d'une grande puissance grecque, qui pourrait rivaliser avec les royaumes de Ptolémée ou de Séleucos. Pour Pyrrhus, c'était un don du destin. Ici, en Italie, se présentait une nouvelle arène pour ses ambitions, bien plus prometteuse que les guerres sans fin et stériles pour le trône de Macédoine. Il était un descendant d'Achille, et il partait pour une nouvelle guerre de Troie contre les barbares de l'Ouest. Il était un parent d'Alexandre le Grand, et il commençait sa propre campagne d'Occident. Son sage conseiller Cinéas, disciple du célèbre orateur Démosthène, comprenait parfaitement les risques et tenta de dissuader son roi. Plutarque rapporte leur célèbre dialogue. « Roi, dit Cinéas, on dit que les Romains sont d'excellents guerriers. Si les dieux nous accordent la victoire, que ferons-nous ensuite ?»« C'est évident, répondit Pyrrhus. Toute l'Italie sera à nous. Et après l'Italie ? À côté se trouve la riche île de Sicile, elle tombera d'elle-même entre nos mains. Et après la Sicile ? Nous reviendrons et nous conquérons facilement la Macédoine et toute la Grèce. Et quand tout cela sera à nous, que ferons-nous alors ?» Pyrrhus se mit à rire. « Alors, mon cher Cinéas, nous nous reposerons, nous boirons du vin et nous aurons d'agréables conversations. »« Et qu'est-ce qui nous empêche de le faire dès maintenant ?» demanda Cinéas. « Nous avons déjà tout ce qu'il faut pour cela. » Ce dialogue montre parfaitement l'essence du caractère de Pyrrhus. Ce n'était pas le but qui l'attirait, mais le processus lui-même, la lutte, le risque, la gloire. Il ne pouvait pas rester en place. En 280 avant notre ère, ayant rassemblé une armée de 20 000 fantassins, 3 000 cavaliers, 2 000 archers, 500 frondeurs et, surtout, 20 éléphants de guerre, Pyrrhus fit voile vers l'Italie. Commençait l'un des affrontements militaires les plus célèbres de l'histoire. Un monarque hellénistique expérimenté, maître en tactique, partait en guerre contre une jeune république pleine de vitalité. La phalange allait rencontrer la Légion. La traversée de la mer Adriatique faillit tourner à la catastrophe. La flotte de Pyrrhus fut prise dans une violente tempête. Les navires furent dispersés, beaucoup coulèrent. Le roi lui-même ne se sauva qu'en se jetant dans la mer déchaînée et en rejoignant la rive à la nage. Ayant perdu une partie de son armée et presque tout son équipement, il arriva enfin à Tarente. La première chose qu'il vit le plongea dans la stupeur. Les Tarentins, qu'il avait appelés à l'aide, n'avaient pas la moindre intention de se battre. Leur ville était plongée dans sa vie oisive habituelle. Les citoyens passaient leur temps dans des festins et des bains, s'attendant à ce que le roi d'Épire fasse tout pour eux. Pyrrhus comprit que les promesses d'une immense armée alliée avaient été fortement exagérées. Il prit immédiatement des mesures sévères. Tous les divertissements publics furent interdits. Les gymnases et les théâtres furent fermés et transformés en casernes. Tous les hommes en âge de porter les armes furent enrôlés de force et commencèrent à être entraînés selon ces rudes normes épirotes. Les Tarentins, peu habitués à une telle discipline, commencèrent à murmurer. Mais il était trop tard.
Un roi guerrier régnait dans leur ville, et sa volonté était loi. Pendant ce temps, les Romains ne restèrent pas les bras croisés. Une armée consulaire fut envoyée contre Pyrrhus sous le commandement de Publius Valerius Laevinus. Laevinus marcha vers le sud, dévastant les terres des alliés de Tarente, pour attirer Pyrrhus dans une bataille rangée avant qu'il n'ait rassemblé toutes les forces grecques. Pyrrhus, bien que son armée ne fût pas encore au complet, accepta le défi. Il comprenait que le premier combat aurait une importance psychologique décisive. Les deux armées se rencontrèrent à l'été 280 avant notre ère près de la ville d'Héraclée, sur les rives du fleuve Siris. Pyrrhus prit position sur la rive gauche, comptant sur le fleuve comme obstacle majeur pour les Romains. Laevinus s'approcha de la rive droite. Pendant un certain temps, les adversaires se firent face. Pyrrhus, voyant pour la première fois un camp romain, fut frappé par son ordre et son organisation. « Ces barbares n'ont rien d'une discipline barbare », dit-il à ses officiers. Les Romains, fidèles à leur tactique agressive, commencèrent la traversée. Leur cavalerie traversait le fleuve à gué à un endroit, tandis que leur infanterie, les légions, commençait à le franchir à un autre. Pyrrhus lança immédiatement sa cavalerie pour repousser les Romains dans l'eau. Un combat acharné s'engagea. Au cœur de la mêlée combattait Pyrrhus lui-même. Il était vêtu d'une armure magnifique et d'un casque orné d'une haute crête, ce qui en faisait une cible parfaite. Un officier romain perça jusqu'à lui et tenta de le tuer. Pyrrhus dut engager un combat singulier et abattre l'insolent. Comprenant que sa visibilité le mettait en danger de mort, il échangea son armure avec l'un de ses gardes du corps, Mégaclès. Cela lui sauva la vie, mais faillit entraîner la défaite. Les Romains, ayant tué Mégaclès, lui arrachèrent son manque, son armure et son casque, et les promenèrent en triomphe dans leurs rangs, proclamant que le roi était mort. La panique commença à se répandre dans l'armée grecque. Pyrrhus dut galoper tête nue le long de ses rangs, criant qu'il était vivant, pour restaurer le moral. Pendant ce temps, les légions romaines, malgré la résistance désespérée de la cavalerie grecque, franchirent le fleuve et commencèrent à se former en ordre de bataille sur la rive. Pyrrhus lança au combat sa force principale, la phalange. Commença un terrible affrontement frontal. Le mur de Saris de la phalange épirote repoussa vague après vague l'assaut des manipules romains. Les Romains, avec un courage désespéré, tentaient de percer la forêt de lances, les coupant avec leurs épées ou essayant de les arracher à main nue. Le combat se poursuivit avec des succès variables, aucune des deux parties ne parvenant à prendre le dessus. Plutarque écrit que l'attaque et la retraite se répétèrent 7 fois. Et c'est alors, au moment critique, alors que les deux camps étaient à bout de force, que Pyrrhus lança sa dernière réserve, les éléphants de guerre. Les Romains, et, plus important encore, leurs chevaux, n'avaient jamais vu ces animaux. À la vue des monstres énormes et rugissants qui s'avançaient sur eux, la panique s'empara des rangs romains. Les chevaux, affolés, désarçonnaient leurs cavaliers et s'enfuyaient, balayant leur propre infanterie. Les légionnaires, dont le courage était impuissant face à ces chars d'assaut vivants, fléchirent et prirent de la fuite. La cavalerie grecque acheva la déroute, poursuivant et taillant en pièces les fuyards. La victoire était complète. L'armée romaine était écrasée. Mais lorsque Pyrrhus, après la bataille, parcourut le champ jonché de corps, il vit que tous les Romains tombés gisaient face à l'ennemi. Personne n'avait fui sans avoir reçu une blessure à la poitrine. Il comprit à quel adversaire il avait affaire. C'est alors, selon la tradition, qu'il prononça sa célèbre phrase « Encore une victoire comme celle-ci sur les Romains, et nous sommes complètement perdus ». Ainsi naquit l'expression « victoire à la Pyrrhus », une victoire remportée à un prix trop élevé, équivalente à une défaite. Les pertes de Pyrrhus furent énormes, environ 4000 hommes, dont beaucoup de ses meilleurs officiers et amis. Les Romains perdirent, selon diverses estimations, de 7 à 15 000 hommes.
Mais pour Pyrrhus, qui se trouvait en pays étranger, chaque perte était irremplaçable tandis que Rome pouvait facilement lever une nouvelle armée. Néanmoins, la victoire tactique était incontestable. Après Héraclée, de nombreuses tribus du sud de l'Italie et des cités grecques qui avaient jusqu'alors hésité se joignirent à Pyrrhus. Il marcha vers le nord, en direction de Rome même, espérant que le choc de la défaite obligerait le Sénat à faire la paix. Mais il avait sous-estimé son ennemi. Rome était sous le choc, mais pas brisée. Au lieu de la panique et du désespoir, le Sénat fit preuve de cette fermeté inflexible qui fit sa grandeur. 2 nouvelles armées consulaires furent immédiatement levées. Les cités de la Ligue latine confirmèrent leur loyauté à Rome. Le vieux et aveugle, mais toujours influent, sénateur Appius Claudius Caecus prononça au Sénat un discours célèbre, appelant à ne mener aucune négociation avec Pyrrhus tant qu'il n'aurait pas retiré ses troupes d'Italie. Qu'il devienne d'abord notre ami, puis qu'il demande la paix, et non l'inverse. Telle était la position de Rome. Pyrrhus arrivait presque aux portes de Rome, vit que la ville était prête à se défendre et que de nouvelles légions arrivaient déjà à son secours. Comprenant qu'il n'avait pas assez de force pour un siège, il se retira vers le sud, dans ses quartiers d'hiver. Il passa l'hiver en négociation. L'ambassadeur romain Caius Fabricius Lucinus vint le trouver. Cet épisode devint légendaire et illustre parfaitement la différence de mentalité. Fabricius était un modèle de l'ancienne vertu romaine, pauvre, incorruptible et honnête. Pyrrhus tenta d'abord de le corrompre, lui offrant une énorme quantité d'or. Fabricius refusa avec mépris. Alors Pyrrhus décida de l'effrayer. Lors de la rencontre suivante, il ordonna de cacher derrière un rideau son plus grand éléphant. Au milieu de la conversation, le rideau fut tiré, et l'éléphant poussa un rugissement assourdissant juste au-dessus de la tête du Romain. Fabricius, sans sourciller, remarqua calmement. « De même que ton or ne m'a pas séduit hier, ta bête ne m'effraie pas aujourd'hui. » Pyrrhus fut si admiratif de cet homme que, selon la légende, il lui proposa de passer à son service, de devenir son principal conseiller et général, mais Fabricius, bien sûr, refusa. De plus, lorsque le médecin personnel de Pyrrhus proposa à Fabricius d'empoisonner le roi contre récompense, Fabricius en informa immédiatement Pyrrhus lui-même, écrivant « Tu sembles mal connaître tes amis comme tes ennemis. » Pyrrhus, admiratif, s'exclama « Voilà ce Fabricius, qu'il est plus difficile de détourner du chemin de l'honnêteté que le soleil de sa course. » Il libéra tous les prisonniers romains sans rançon. Mais la paix ne fut pas conclue. La guerre devait continuer. Au printemps 279 avant notre ère, les 2 armées s'affrontèrent de nouveau, cette fois près de la ville d'Asculum. Les Romains alignaient environ 40 000 hommes et utilisèrent même leurs propres armes anti-éléphants, des chariots spéciaux équipés de bracéros et de tridents acérés. Pyrrhus avait à peu près les mêmes forces, y compris ses éléphants. La bataille d'Asculum fut encore plus acharnée et sanglante que celle d'Héraclée. Elle dura 2 jours. Le terrain était vallonné et boisé, ce qui empêchait Pyrrhus d'utiliser efficacement sa phalange et sa cavalerie. Le premier jour, les Romains réussirent à attirer une partie de l'armée de Pyrrhus dans des endroits difficiles et à lui infliger des pertes. Le deuxième jour, Pyrrhus réussit à occuper une plaine où sa phalange et ses éléphants pouvaient agir à pleine puissance. Il lança toutes ses forces à l'attaque. Une nouvelle boucherie monstrueuse commença. Les légions romaines se battirent avec une ténacité sans précédent, mais au moment décisif, une charge d'éléphants, soutenue par l'infanterie légère, décida de nouveau de l'issue de la bataille. Les Romains furent écrasés et repoussés dans leur camp. C'était de nouveau une victoire pour Pyrrhus, mais à quel prix? Il perdit environ 3500 guerriers, parmi lesquels se trouvaient encore une fois les meilleurs de ses hommes. Les pertes romaines furent 2 fois plus importantes, environ 6000.
Mais Rome avait encore une autre armée consulaire, et ses ressources humaines semblaient inépuisables. Pyrrhus, quant à lui, avait épuisé presque toute sa réserve d'or, les vétérans avec lesquels il était venu d'Épire. Lorsque quelqu'un le félicita de sa victoire, il aurait, selon la tradition, répondu sombrement la phrase que l'on attribue parfois à Héraclée. « Encore une victoire comme celle-ci, et je retournerai seul en Épire. » Dans son camp, il n'y avait pas de liesse. Le soir, après la bataille, au lieu d'un festin de vainqueurs, régnait un silence, interrompu par les gémissements des blessés. Pyrrhus passait parmi ses hommes et voyait que les rangs de ses commandants les plus fidèles et les plus expérimentés, ceux qui avaient traversé avec lui le feu et l'eau depuis les guerres des Diadoques, s'étaient encore éclaircis. Ce n'étaient pas de simples soldats, c'étaient ses amis, son soutien, les porteurs de son génie tactique, des hommes qui comprenaient ses manœuvres complexes à demi-mot. Il était impossible de les remplacer par des miliciens tarentins ou des montagnards samnites. Il gagnait des batailles, mais perdait son armée, et pire encore, il perdait son passé. Et à ce moment, il réalisa définitivement qu'il était pris au piège. Il ne combattait pas un roi, que l'on pouvait tuer ou renverser, mais tout un système, une hydre qui, pour une tête coupée, il en repoussait deux nouvelles. La victoire à la Pyrrhus d'Asculum lui montra que la guerre contre Rome était un bourbier dans lequel son armée s'enlisait. Ses alliés italiques se révélèrent un peu fiables. Ils fournissaient à contre-cœur troupes et argent. À ce moment même, alors qu'il se trouvait dans une impasse stratégique, une nouvelle ambassade vint à lui. Elle ne venait pas de Rome, mais de Sicile. Et elle lui promettait une nouvelle guerre, apparemment plus facile et plus glorieuse. Pendant que Pyrrhus menait sa guerre épuisante en Italie, un drame séculaire se jouait sur l'île voisine de Sicile. Cette île riche et fertile était le théâtre d'une lutte incessante entre les cités-colonies grecques, dont la principale était Syracuse, et une autre grande puissance maritime de la Méditerranée occidentale, Carthage. Carthage, fondée par les Phéniciens sur la côte de la Tunisie actuelle, était un empire commercial. Sa flotte dominait la mer et ses richesses semblaient inépuisables. Contrairement à Rome, Carthage préférait mener ses guerres par l'intermédiaire de mercenaires, Libyens, Ibères, Gaulois, frondeurs des Baléares. Les Carthaginois tentaient depuis longtemps de soumettre toute la Sicile, et au moment de l'arrivée de Pyrrhus en Italie, ils n'avaient jamais été aussi près du but. Ils avaient conquis presque toute l'île, assiégeant le dernier bastion des Grecs, Syracuse. Et maintenant, voyant en Pyrrhus leur seul espoir, les Grecs de Syracuse, d'Acragas et de Léontinoé lui envoyèrent des ambassadeurs, le suppliant de venir les sauver de la menace carthaginoise. Ils lui offraient le titre de roi de Sicile et des forces unies pour chasser l'ennemi. Pour Pyrrhus, cette proposition était incroyablement tentante. Premièrement, elle lui donnait un prétexte honorable pour se retirer de la guerre italienne sans issue. Deuxièmement, sa seconde épouse, Lanassa, était la fille du tyran sicilien Agathocle, ce qui lui donnait des droits dynastiques sur l'île. Troisièmement, la conquête de la Sicile ouvrait la voie à la conquête de l'Afrique carthaginoise, ce qui était d'une envergure véritablement alexandrine. Il laissa des garnisons à Tarente et dans d'autres villes, conclut une trêve avec les Romains et, en 278 avant notre ère, il passa en Sicile. Sa campagne de Sicile commença par un succès foudroyant. Son apparition galvanisa les Grecs. Les villes lui ouvrirent dans leurs portes les unes après les autres. Les Carthaginois, ne s'attendant pas à un tel assaut, se retirèrent. Pyrrhus, agissant avec son énergie et son talent militaire habituel, libéra presque toute l'île en peu de temps. Il écrasa l'armée carthaginoise en bataille rangée et les repoussa jusqu'à leur dernier bastion à l'ouest de l'île, la forteresse imprenable de Lilybée. Il était au sommet de sa gloire. Les Grecs le proclamèrent un roi de Sicile. On le vénérait comme un sauveur. Mais c'est précisément là, au sommet du succès,
que les pires traits de son caractère se manifestèrent. Ayant atteint son but, il perdit patience et devint arrogant. Il commença à se comporter non pas comme un libérateur, mais comme un despote. Il imposa de lourds impôts aux cités grecques, se mêla sans cérémonie de leurs affaires intérieures, plaçant ses officiers épirotes aux postes clés. Ceux qui étaient mécontents, il les exécutait ou les exilait. Il fit exécuter sous une fausse accusation de trahison un citoyen influent de Syracuse, Toinon, l'homme qui avait le plus contribué à son arrivée au pouvoir. Il contraignit les Grecs à de lourds travaux pour la construction d'une flotte en vue de sa campagne d'Afrique, sans tenir compte de leurs désirs et de leurs traditions d'autonomie. Son comportement devenait de plus en plus tyrannique, et les alliés d'hier commencèrent à voir en lui non pas un sauveur de Carthage, mais un nouveau maître, encore plus cruel. Le point culminant fut le siège de Lilybée. Cette puissante forteresse carthaginoise sur la côte était approvisionnée par la mer et était pratiquement imprenable. Après 2 mois d'assauts infructueux, Pyrrhus fut contraint de se retirer. Cet échec sapa son autorité. Les murmures parmi les Grecs de Sicile se transformèrent en temps complots ouverts et en révoltes. Les villes qu'il avait libérées commencèrent à repasser du côté des Carthaginois. Pyrrhus se retrouva dans la même situation qu'en Italie. Il avait gagné toutes les batailles, mais n'avait pas réussi à créer un État durable. Son empire, bâti sur le sable de son charisme personnel et de sa force militaire, s'effritait dès qu'il était confronté à la nécessité d'un travail administratif long et fastidieux. Déçu et en colère, il décida de quitter l'île. On dit qu'en montant à bord de son navire et en regardant les côtes de la Sicile, il prononça une autre phrase prophétique, s'adressant à ses amis. « Quel champ de lys nous laissons ici aux Carthaginois et aux Romains !» Il ne pouvait imaginer à quel point sa prophétie se révélerait exacte. C'est précisément la Sicile qui deviendra le principal théâtre d'opération de la première guerre punique, qui éclatera à peine une dizaine d'années plus tard. À la fin de l'an 276 avant notre ère, Pyrrhus retourna en Italie. Mais en 2 ans d'absence, la situation y avait radicalement changé. Rome s'était rétablie, s'était renforcée et avait repris le contrôle de presque tout le sud. Ses anciens alliés, les Lucaniens et les Samnites, avaient été vaincus. Les cités grecques qu'il avait laissées derrière lui étaient à bout de souffle sous la pression romaine. Il lui restait à faire une dernière tentative désespérée pour renverser le cours de la guerre. Le retour de Pyrrhus en Italie fut assombri par un échec. Sa flotte fut attaquée par les Carthaginois dans le détroit de Messine et subit de lourdes pertes. Sur terre, un accueil encore plus froid l'attendait. Ses anciens alliés, écrasés par Rome, ne voulaient plus se battre. Tarente était épuisée. Il n'y avait pas d'argent. Il dut même porter atteinte au trésor du temple de Perséphone à Locre, ce que ses guerriers superstitieux interprétèrent comme un mauvais présage. Néanmoins, il réussit à rassembler une armée et marcha à la rencontre des Romains. En 275 avant notre ère, une armée consulaire dirigée par Manius Curius Dentatus, celui-là même qui avait précédemment vaincu les alliés de Pyrrhus, s'avança contre lui. Dentatus occupa un camp fortifié sur les collines près de la ville de Maleventum en Samnium. Pyrrhus décida d'utiliser sa tactique favorite, la surprise. Il planifia une attaque nocturne sur le camp romain pour prendre l'ennemi au dépourvu. Il sélectionna les meilleurs de ses guerriers et ses éléphants les plus féroces et s'engagea dans un long sentier boisé pour contourner l'ennemi. Mais ce plan échoua. La nuit était sombre. Les guides se perdirent, les torches s'éteignirent. En conséquence, son détachement arriva au camp romain non pas sous le couvert de l'obscurité, mais à l'aube, complètement épuisé par la marche nocturne. Les Romains, voyant l'ennemi approcher, sortirent immédiatement du camp et attaquèrent. Les guerriers fatigués de Pyrrhus ne purent soutenir l'assaut et furent repoussés. Pyrrhus lui-même lança ses forces principales au combat, et une bataille générale s'engagea. Sur un flanc,
La phalange épirote et les éléphants commencèrent à faire reculer les Romains. Mais sur l'autre flanc, les légionnaires romains, instruits par l'amère expérience, réussirent non seulement à arrêter, mais aussi à mettre en fuite les éléphants. Les Romains avaient mis au point une tactique efficace pour combattre les géants. Ils les criblaient d'une grêle de javelots, visant les points les plus vulnérables, les yeux et les flancs. Les flèches incandescentes se révélèrent particulièrement efficaces. Un éléphanteau blessé, paniqué, fit demi-tour et, avec un barrissement, se précipita en arrière, sur ses propres troupes, à la recherche de sa mère. Cela provoqua la panique parmi les autres éléphants, qui devinrent également incontrôlables, balayant sur leur passage les rangs de la phalange grecque. Ce fut le tournant de la bataille. L'armée de Pyrrhus, désorganisée par la fuite de ses propres éléphants, fléchit et prit la fuite. La défaite fut complète. Les Romains capturèrent le camp de Pyrrhus et plusieurs éléphants. Après cette bataille, les Romains, en l'honneur de leur victoire, renommèrent la ville de Maleventum, ce qui signifie « mauvais événement », en Beneventum, « bon événement ». C'est le nom que la ville porte encore aujourd'hui. La victoire de Beneventum ne fut pas seulement un succès militaire, elle devint un triomphe de propagande grandiose pour Rome. Manius Curius Dentatus célébra à Rome un triomphe somptueux, tel que la ville n'en avait encore jamais vu. Son principal ornement furent les éléphants de guerre capturés, que les Romains, n'ayant jamais vu de tels animaux, surnommèrent avec étonnement les bœufs de Lucanie. La vue de ces créatures gigantesques, marchant docilement dans le cortège triomphal, produisit une impression indélébile sur le peuple romain. C'était la démonstration éclatante que Rome était capable de vaincre non seulement les tribus italiques, mais aussi le plus illustre des généraux hellénistiques avec ses armes miraculeuses. La nouvelle se répandit dans toute la Méditerranée, affirmant la réputation de Rome comme une nouvelle grande puissance. Pour Pyrrhus, tout était fini. Son armée n'existait pratiquement plus. Il n'y avait ni argent ni hommes pour continuer la guerre. Il comprit que sa campagne d'Occident avait échoué. Laissant une petite garnison à Tarente, à l'automne 275 avant notre ère, après 6 ans de guerre stérile, Pyrrhus quitta l'Italie pour toujours. Il retournait en Épire avec une poignée de vétérans, ayant gaspillé toutes ses ressources, mais enrichi d'une expérience inestimable et amère. Il fut le premier et le dernier roi hellénistique à défier sérieusement la puissance montante de Rome. Il avait perdu, et par ce verdict, il avait scellé le destin de toute la Grande Grèce qui, au cours des années suivantes, fut entièrement absorbée par Rome. Pyrrhus retourna en Épire non brisé, mais profondément changé. Il avait 46 ans. Il était encore plein d'énergie et de soif d'action. Il avait besoin d'argent et d'une nouvelle armée pour refaire ses forces. Et il trouva le moyen le plus rapide de les obtenir, la guerre. Son regard se tourna de nouveau vers la Macédoine, où régnait maintenant Antigone Gonatas, fils de son vieil ennemi Démétrios Poliorcète. En 274 avant notre ère, Pyrrhus, ayant rassemblé les restes de ses vétérans et engagé un contingent de mercenaires gaulois, envahit la Macédoine. Antigone marcha à sa rencontre. Dans une gorge étroite, les deux armées s'affrontèrent. La phalange macédonienne d'Antigone était renforcée par un détachement de redoutables mercenaires gaulois. Pyrrhus ordonna à ses épirotes d'attaquer les Macédoniens, tandis que lui-même, à la tête de ses troupes d'élite, se jeta sur les Gaulois. Le combat fut bref et sanglant. Les Gaulois furent complètement massacrés. Voyant cela, la phalange macédonienne, qui avait toujours eu de la sympathie pour Pyrrhus, hésita. Pyrrhus s'approcha d'eux à cheval et commença à les appeler par leur nom, leur rappelant sa gloire passée. Et de nouveau, comme de nombreuses années auparavant dans sa lutte contre Démétrios, les Macédoniens passèrent de son côté. Antigone Gonatas s'enfuit avec une poignée de partisans. Pyrrhus, pour la deuxième fois de sa vie,
devint roi de Macédoine. Il semblait que la chance lui souriait de nouveau. Mais il n'avait pas tiré les leçons du passé. Il se comporta de nouveau comme un conquérant et non comme un souverain sage. Laissant une garnison de Gaulois dans l'ancienne capitale de la Macédoine, Aigai, il leur permit de piller les tombes royales. Cet acte de sacrilège provoqua une profonde indignation chez les Macédoniens et sapa son autorité. Et de nouveau, comme auparavant, au moment où il fallait consolider son succès, il se lança dans une nouvelle aventure. De retour d'Italie, Pyrrhus, peut-être pour la première fois de sa vie, ressentit l'amertume non pas d'une simple défaite, mais d'un échec stratégique. Sa réputation d'invincibilité était entachée. Le trône de Macédoine, conquis si facilement, était précaire. La campagne du Péloponnèse et, en particulier contre Sparte, n'était pas pour lui une simple campagne militaire. C'était une tentative désespérée d'étouffer l'écho de l'échec italien par l'éclat d'un nouvel exploit légendaire. En 272 avant notre ère, le prince spartiate exilé Cléonyme s'adressa à lui. Il demanda à Pyrrhus de l'aider à prendre le pouvoir à Sparte. S'emparer de Sparte signifiait défier l'histoire elle-même, prouver sa supériorité sur l'état militaire le plus illustre de la Grèce. Pour un homme qui poursuivait l'ombre d'Alexandre, un tel trophée était trop tentant pour y renoncer. L'apparition de Pyrrhus provoqua la panique à Sparte. La ville n'avait jamais eu de muraille, comptant sur la vaillance de ses citoyens. La principale armée spartiate se trouvait à ce moment-là en Crète. Pyrrhus, sûr d'une victoire facile, rejeta une proposition de trêve et lança l'assaut, mais il avait sous-estimé les Spartiates. Même à l'époque de leur déclin, leur esprit n'était pas brisé. La défense de la ville fut dirigée par les femmes, les vieillards et les jeunes gens. Ils creusèrent des fossés, construisirent des barricades avec des chariots. Les femmes spartiates, armes à la main, combattirent aux côtés des hommes. Pendant 2 jours, Pyrrhus attaqua furieusement la ville, mais toutes ses attaques furent repoussées avec d'énormes pertes. Dans l'une des attaques, son fils bien-aimé Ptolémée fut tué. Furieux et affligé, Pyrrhus redoubla d'efforts, mais les Spartiates tinrent bon. Bientôt, des troupes de Corinthe arrivèrent en renfort, et surtout, l'armée du roi Aréus revint de Crète. Pyrrhus comprit qu'il était en train de s'enliser et leva le siège. Il se retira en direction d'Argos, et c'est là que le dernier et fatal piège l'attendait. À Argos aussi, une lutte interne opposait 2 factions. Les 2 camps avaient secrètement appelé à l'aide des forces extérieures. L'un, Pyrrhus, l'autre, son éternel rival Antigone Gonatas, qui s'était déjà remis de sa défaite et suivait Pyrrhus avec une armée. La nuit, l'une des factions ouvrit les portes à Pyrrhus. Ses troupes, composées principalement de Gaulois, commencèrent à entrer dans la ville. Mais un contretemps se produisit. Les éléphants de guerre ne pouvaient pas passer par les portes basses. Il fallut enlever leurs tours, puis les réinstaller une fois à l'intérieur. Cette agitation et ce bruit réveillèrent les habitants. Ils comprirent qu'un ennemi était dans la ville et prirent position. Simultanément, de l'autre côté, les troupes d'Antigone entrèrent dans la ville. À l'aube, Pyrrhus vit qu'il était tombé dans un piège. Les rues étroites d'Argos étaient barricadées. Des toits et des fenêtres, des pierres et des tuiles pleuvaient sur ses soldats. Il donna l'ordre de battre en retraite, mais dans la confusion et l'exiguïté, l'ordre fut mal compris. Une partie des troupes qui entraient dans la ville se heurta à celles qui tentaient d'en sortir. Une terrible bousculade commença. C'est à ce moment précis que se produisit la scène par laquelle nous avons commencé notre récit. Pyrrhus, combattant à l'arrière-garde pour couvrir la retraite, fut assommé par une tuile lancée d'un toit. Il tomba de cheval. Avant qu'il n'ait pu reprendre ses esprits, il fut encerclé par des soldats ennemis. L'un d'eux, nommé Zopyre, le poignarda. Ainsi s'acheva la vie de Pyrrhus d'Épire. Antigone Gonatas, son ennemi, traita le corps du roi déchu avec respect,
Il ordonna de l'incinérer avec tous les honneurs et réprimanda son fils qui se réjouissait de la mort du grand adversaire. En regardant le corps sans vie de l'aigle, Antigone pensait peut-être non seulement à la fin de son plus grand rival, mais aussi à la fin de toute une époque, l'époque des aventuriers indomptables, nés de l'héritage d'Alexandre. La mort de Pyrrhus ouvrit la voie à Antigone pour consolider le pouvoir de sa dynastie en Macédoine qui y régnera jusqu'à l'arrivée des Romains. La mort de Pyrrhus dans une bagarre de rue à Argos fut tragiquement absurde, mais en un sens symbolique. Il fut toute sa vie un aventurier, un joueur qui misait tout pour la gloire, mais qui finit par perdre non pas dans une bataille décisive, mais à cause du hasard, d'un concours de circonstances fatales. Quel est donc son héritage? Du point de vue de la construction d'un État, il est nul. Il n'a pas créé d'empire durable. Ses conquêtes se sont effondrées comme des châteaux de cartes dès qu'il partait. L'Épire, après sa mort, déclina rapidement et fut bientôt absorbé d'abord par la Macédoine, puis par Rome. C'était un tacticien brillant mais un piètre stratège en grande politique. Il lui manquait la patience et la sagesse d'Alexandre pour gouverner ce qu'il avait conquis, ou la ruse de Ptolémée pour le conserver. Il était, en substance, le plus grand des condottieri, un mercenaire qui se battait pour ses propres ambitions. Mais son héritage militaire est immense. Il est à juste titre considéré comme l'un des plus grands généraux de l'Antiquité. Hannibal lui-même, le grand Carthaginois, plaçait Pyrrhus au 2e rang après Alexandre le Grand dans la liste des meilleurs commandants. Les Romains, les élèves les plus doués en matière militaire, apprirent beaucoup de Pyrrhus. Ils comprirent l'importance de la cavalerie, apprirent à combattre les éléphants et surtout firent l'expérience directe de la puissance de la tactique hellénistique, ce qui leur fut très utile dans leurs guerres futures en Orient. Sa campagne d'Italie marqua un tournant dans l'histoire de la Méditerranée. Ce fut le premier test sérieux pour la République romaine, et Rome passa cet examen avec les honneurs. La victoire sur un général aussi illustre que Pyrrhus accrut incroyablement le prestige de Rome aux yeux de tout le monde hellénistique. Pour la première fois, les rois orientaux, tels que Ptolémée d'Égypte, virent en Rome non pas une simple puissance italienne, mais un nouveau grand acteur sur la scène mondiale et se hâtèrent de conclure une alliance avec elle. La campagne de Pyrrhus, sans le vouloir, propulsa Rome sur la scène internationale et accéléra sa transformation en superpuissance. Et bien sûr, il nous a laissé en héritage une expression consacrée, la victoire à la Pyrrhus. Cette phrase est devenue un monument éternel à sa campagne d'Italie et un symbole universel de tout succès obtenu à un prix démesuré. Elle nous rappelle que toute victoire dans une bataille ne signifie pas une victoire dans la guerre, et que parfois le triomphe peut être plus amer qu'une défaite. L'histoire de Pyrrhus, c'est la tragédie de grandes capacités qui n'ont pas trouvé leur juste emploi. Il avait les talents d'Alexandre, mais pas sa vision. Il avait l'énergie de Démétrios, mais pas ses ressources. Il a passé sa vie à poursuivre les fantômes du passé et les rêves d'avenir, mais il a manqué le présent. C'était un aigle qui pouvait planer plus haut que tous, mais qui n'a jamais réussi à construire un nid solide. Sa vie, pleine d'éclat, de courage et d'aventures incroyables, sert de rappel éternel de la mince frontière qui sépare la grande réussite de l'échec glorieux et de la façon dont une simple pierre lancée d'un toit peut briser le vol de l'aigle le plus fier. Nous vous remercions d'avoir passé ce temps avec nous, plongé dans l'une des époques les plus dramatiques de l'histoire antique. Si ce récit vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo. De nombreux autres voyages passionnants dans le passé vous attendent. À bientôt!